Ça a démarré. Nous attendons plus que Marc. Marc Tiercelin. Marc n'est pas encore là. Un petit calage technique le temps que Marc Tiercelin arrive pour qu'on puisse commencer notre webinaire, notre premier, pour aider comment gérer son entreprise en temps de crise. Le nombre de participants augmente, ça commence à arriver. Tout le monde est en train de se mettre dans les starting blocks, près derrière son écran ou son téléphone. Ça va arriver. Hein. Il est descendu de son bateau, il est en train d'arriver. Je ne le vois pas encore. Il va arriver. Marc nous fait une petite blague. Il a du mal à se connecter. J'ai l'impression qu'il arrive. Je le vois apparaître, mais avec un statut déconnecté. On vous rassure, on était ensemble tout à l'heure avec lui. Donc, il est là. Il y a peut-être un souci de connexion, ça peut arriver. Pourtant, il était acteur et dynamique il y a encore 5 minutes. Peut-être que tu peux introduire en attendant que Marc arrive ou... Voilà, on va introduire et commencer. Ça va faire venir Marc qui va nous rejoindre très rapidement. Déjà, bonjour à tous et à toutes. Ravi de vous voir connectés et puis que nous inaugurions ce premier webinaire. Donc, je suis Anthony Strecher, je suis le président de l'association GSC, qui est une organisation qui a été créée il y a un peu plus de 40 ans par les organisations patronales dans le but d'aider et de mettre en place une assurance perte d'activité. C'est le rôle et la genèse depuis 40 ans, mais aussi la première fonction primordiale de l'association est d'aider et d'accompagner en prévention l'ensemble des chefs d'entreprise que nous sommes, dont je fais partie, et d'essayer d'aider au maximum les gens à réussir dans ce monde fantastique de l'entrepreneuriat et de l'enchaînement des difficultés qu'on peut rencontrer. Donc, l'objectif aujourd'hui est de faire un peu des webinaires toutes les semaines jusqu'à l'été, avec d'essayer de vous apporter un échange et des visions pratico-pratiques de chefs d'entreprise à d'autres chefs d'entreprise et d'essayer d'avoir chaque fois des petites boîtes à outils de 3, 4, 5, 10 idées par semaine pour s'aider à sortir de cette situation dans laquelle nous sommes tous en train de vivre. Et justement, donc après l'introduction, Marc qui vient de nous rejoindre. Bonjour Marc. Bonjour.
Bonjour. Donc, je continue. Donc, aujourd'hui, l'idée qu'on avait avec l'association Pauline, qui est là un peu notre maître du temps, et Marc Tiercelin, que j'ai déjà eu l'occasion avec lui d'animer différents événements où là, on se voyait physiquement avec d'autres personnes, était de poursuivre ces premières initiations qu'on avait faites et de s'appuyer aussi sur l'expérience de Marc en tant que quand même navigateur en solitaire, qui a quand même, je vous le rappelle, fait plus de 5 à travers le monde, autour du monde, de lui rappeler aussi son expérience en tant qu'entrepreneur, parce que naviguer au long cours, il faut savoir s'organiser, se préparer, créer des entreprises, se développer. Il nous parlera aussi rapidement du nouveau projet qu'il a en ce moment, qui est fantastique, que moi je trouve très passionnant. Puisque oui, pour la petite histoire, j'ai fait un tout petit niveau, aussi de la voile et de la course en solitaire, mais donc du coup, j'ai appris quelques termes, de vivre un peu ce genre d'expérience, mais c'est vraiment, on va s'appuyer sur l'expérience de Marc, côté entre navigateurs, et moi, je vais essayer d'appuyer et de venir en concert sur le côté entrepreneur, chef d'entreprise. Donc, le concept, c'est d'essayer de vous présenter chaque fois des points clés, de partager des expériences, d'avoir des petits outils de ping-pong. Vous allez avoir, on va essayer de le faire le plus interactif possible, dans le sens où vous avez Pauline, que vous voyez là, qui est notre maître du temps, qui va phaser, qui viendra collectionner et collecter l'ensemble de vos questions. Donc, n'hésitez pas à poser au fil de l'eau des questions et on fera des tempos sur les quatre différentes phases pour pouvoir répondre aux questions et d'essayer de vous apporter le maximum de choses. Donc, Pauline est vraiment là pour ça. Elle va avoir la dure tâche de sélectionner les questions. Donc, n'hésitez pas. Ça sera elle qui va avoir cette façon d'organiser ce met de temps parce que voilà, on n'a qu'1 heure. On a tous un temps très compté et après, ça sera l'occasion de se revoir dans une semaine et ainsi de suite. Donc là, aujourd'hui, la première phase qui était dans l'environnement dans lequel qu'on vit, comment on s'en sort, comment on gère notre entreprise en temps de crise, comment on arrive à se repositionner. La première vague qu'on a tous connue et la suivante, c'est qu'on a tous connu le confinement, l'isolement. Et justement, Marc, avant de lancer ce thème-là, une petite présentation de qui es-tu pour ceux qui ne te connaîtraient pas. Je te laisse la parole. Ça fonctionne bien? Oui, ça va. D'accord. Donc, Marc Tiercelin, je suis navigateur, skipper de course au large. J'ai derrière moi 5 tours du monde en solitaire, 22 transats et surtout 700 000 km parcourus sur tous les océans de la planète. Pour faire joli, ça fait l'équivalent d'à peu près de la distance de la Terre à la Lune et le retour. Enfin, une partie du retour. Il me reste encore une petite partie pour rentrer dans l'atmosphère. J'ai une carrière qui s'étale des années 70 à aujourd'hui, avec des années en dériveur, des années en monotype, en Figaro, et puis la partie la plus connue, la partie entre autres des Vendée Globe et des grandes transats, à bord de 60 pieds de bateaux d'IMOCA qui font à peu près 20 mètres de long, 6 mètres de large et qui déplacent 8 tonnes, qui sont des super engins qu'on devrait voir en fin d'année pour le Vendée Globe 2020. Donc ça m'a occupé, juste les Vendée Globe, ça m'a occupé 17 années de ma vie. J'ai monté 5 projets avec à peu près de 300 personnes employées. Et on y viendra à un autre moment. J'ai un autre grand projet que je travaille depuis quelques années sur un trimaran volant portant 3 révolutions. J'aime bien dire, moi, que je me sens navigateur, enfin je suis navigateur et marin, mais je suis aussi entrepreneur. C'est-à-dire que dès que j'ai attaqué mes premières années, dès l'âge de 20 ans, je suis devenu entrepreneur. Alors au début, j'ai enseigné la voile aussi pendant une quinzaine d'années en parallèle, et que le monde de la voile, le monde de la mer est un monde d'entreprise, puisqu'on dit on entreprend un voyage, on entreprend une traversée, on entreprend un tour du monde. Donc c'est ce mot qui sert dans l'entreprise, on va dire économique, sert aussi dans notre entreprise, parce qu'il y a un volet économique, il y a un volet sportif certes, il y a un volet aventurier, un volet technologique et humain, mais il y a aussi un volet économique. Il faut réussir l'entreprise, trouver les moyens, trouver les outils, trouver l'équipe, former une équipe. Et à ce stade de l'introduction, la question que je me posais avant qu'on attaque ce webinaire, c'est de se dire, quand on attaque une entreprise, qu'elle soit terrestre ou qu'elle soit maritime, il y a toujours une dimension risque
et inconnu. Et je pense que toutes les personnes qui m'écoutent, je crois en tout cas, sont sensibles à ça et savent que on peut pas balayer ça d'un revers de la main. Je pense qu'on y est dans l'entreprise parce que c'est quelque chose qui nous intéresse, qui nous titille. La partie risque relative, mais elle existe, et la partie inconnue qui fait que ça donne du piment, ça donne du sel et ça donne de l'intérêt à l'action. Et donc, dans ce qui nous arrive en ce moment, je pense que c'est une dimension qu'il faut pas oublier, qu'il faut pas laisser de côté, qu'il faut intégrer. Et le dernier petit point, c'est par rapport à des voyages que j'ai fait récemment, pendant 4 années pour Arte, où j'ai été donc à la rencontre de peuples premiers qui sont très différents, dont le mode de vie est très différent du nôtre, où finalement, je me suis rendu compte sur 4 ans, 30 peuples visités, qu'ils faisaient avec ce qu'ils avaient. Et ça, c'est un peu une leçon pour nous, c'est-à-dire qu'ils faisaient avec ce qu'ils avaient, et ils avaient souvent peu, voire très très peu, voire de temps en temps pas, et qu'ils s'adaptaient à ce qu'ils avaient, que ce soit en termes de nourriture, en termes de tout simplement pour vivre. Alors c'est sûr que le parallèle peut être osé avec nos mondes occidentaux, mais c'est toujours intéressant de l'avoir aussi ça dans la tête. Voilà. D'accord. Donc, Marc, au final, tu as beaucoup de chance par rapport à nous et au final, avec ton expérience, tu as des coups d'avance justement par rapport à cette expérience du confinement. Qu'est-ce que tu pourrais nous faire partager de ton vécu sur comment vit-on le confinement, comment on le gère et comment on en sort? Alors déjà, si on n'aime pas le confinement, quand on s'attaque à des courses en solitaire, il y a un problème. Donc il faut c'est un peu comme les gens qui n'aiment pas la solitude. Ça arrive qu'il y ait des marins, des grands, très célèbres d'ailleurs, qui sont pas, la solitude, c'est pas leur tasse de thé. Mais pour autant, ils font des courses en solitaire. Donc là, dans une course en solitaire, que ce soit un Vendée Globe, un Tour du Monde, Vendée Globe par exemple, ou une Transat, c'est moins long, la dimension confinement est totale. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on va quitter le quai, si on n'abandonne pas, si on n'a pas un problème technique qui nous fait revenir, on va vivre toute une course dans une forme de confinement. Mais la grande différence avec ce que nous vivons aujourd'hui, c'est que là, c'est un confinement choisi. J'ai toujours d'ailleurs fait des parallèles avec la solitude, où les gens m'interrogeaient sur la solitude. Je leur disais qu'il y a une vraie différence entre la solitude choisie et celle qui est subie. En plus, nous, c'est des grandes courses, donc c'est plutôt une solitude médiatisée en plus, même si on reste quand même seul physiquement sur le bateau et de temps en temps psychologiquement. Donc là où on a de l'expérience, c'est qu'on se met dans une situation, on se prépare, un peu comme on se prépare physiquement pour affronter la course, on se prépare à la chose, et l'équipe qui nous entoure, ça pourrait être le cas dans une entreprise, prépare les outils, les moyens pour qu'on puisse vivre ce confinement de la moins pire des possibles. Pardon, je cherche mes mots, que ça soit le moins pire possible, pardon. Mais il y a une chose importante à se dire à ce stade, parce que je suis confiné comme vous ici à terre, c'est que dans le cadre d'une course, dans le cadre d'un projet, mais on pourrait même pousser le pion jusqu'à, même dans le cadre d'un emprisonnement, en général, on sait d'abord pourquoi on y est, et on sait quand on va en sortir, ou en tout cas, on a une période à laquelle on risque d'en sortir. Et pour nous, en course, la ligne d'arrivée, le but, le point d'arrivée, reste quand même ce qui nous permet, surtout dans les moments difficiles, de tenir. Parce que s'il n'y avait pas de point d'arrivée, s'il n'y avait pas de but, je vous laisse imaginer ce que c'est. C'est comme si on fait un parallèle avec l'enfermement que certains ont connu, certaines ont connu dans d'autres pays, voire où il n'y avait pas de limite. Là, c'est terrible psychologiquement. Donc nous, on a un but, et c'est ce but qui va nous nourrir pendant toute cette période. Et c'est notre capacité à reconvoquer le but et notre objectif qui va jouer sur notre mental. Parce qu'on a toujours un mental variable. On a des moments où ça va pas, on a des moments où c'est moyen, où c'est encéphalogramme pas, et on a des moments où ça va très bien. C'est exactement pareil qu'à terre. Il y a un des points très différenciants, c'est qu'il n'y a pas d'interaction sociale. On a par exemple, si je prends mon premier Vendée Globe, pendant 113 jours et 113 nuits, je n'ai pas rencontré d'humain, je n'ai pas vu d'humain, ni de terre, sauf juste le Cap Horn à un moment dans la remontée, pendant presque 4 mois. Donc on est vraiment autour, on est en soi, avec notre environnement, et on fait corps avec et la machine et les éléments.
Et donc, il faut régulièrement se rappeler pourquoi on est là. Pourquoi on est là et qu'est-ce que l'on espère et qu'est-ce que l'on rêve et se remotiver. Mais il y a des petits points de ce que je viens de dire qui sont possibles dans un confinement terrestre et dans le nôtre. D'accord. Donc là, dans un confinement aujourd'hui qu'on subit tous, qu'on est tous en train de vivre, la première chose, et puisque là, il est non subi, enfin, on le choisit pas, il est justement subi, c'est de garder un objectif et de garder un sens. Oui, il faut arriver à... Dans la vie, je pense qu'on a constamment besoin de se remotiver, confinement ou pas confinement. C'est d'autant plus valable quand on est comme ça, un peu coincé, que quelque part, on ne s'appartient pas totalement à nous-mêmes. Parce que si nous nous appartenions, à ce moment-là, on se dirait, bah, tiens, je vais aller marcher, etc. C'est la grande force peut-être du parallèle qu'on peut faire avec la situation d'aujourd'hui avec nous dans un Vendée Globe. On dit toujours en rigolant, bah, ou sur un bateau d'ailleurs d'une façon générale, si ça se passe pas bien, parce qu'il y a aussi le bateau en équipage, là je parle de course en solitaire, mais j'ai fait beaucoup de courses en équipage, si ça se passe pas bien, c'est, comme on dit, c'est une unité de temps, une unité d'être très très fort en natation et de pouvoir aller passer 10 jours et 10 nuits pour essayer de faire 4 km, enfin, j'exagère mais c'est un peu ça, on peut difficilement partir du bateau. Donc il faut réunir pourquoi on est là, pourquoi on est là, pourquoi on est dans cette situation-là. Et dans notre cas, ne pas se mentir, voilà, on est dans cette situation-là, savoir avancer, c'est-à-dire dépasser quelque part un peu l'affect, les problématiques qu'on rencontre, pour se dire, ok, je vais devoir y passer 2 mois, donc maintenant, quels sont dans ma boîte à outils personnelle les outils dont je vais me servir pour pouvoir tenir. On sait tous que par exemple, on a tous en tête des images où des personnes, quand ils sont emprisonnés, par exemple, qui est un confinement, on vont se servir d'un texte ou d'une photo. Nous, ça va être aussi un texte, une photo, une image, une course, une compétition, un résultat, et chaque petite réussite par jour, on a des classements toutes les 6 heures à peu près, ça dépend des courses, va être aussi quelque chose qui va nous nourrir, qui va nous motiver pour tenir. Parce que sinon, quand il y a 0 classement, quand on ne sait pas où on est, quand on ne sait pas où sont les autres, etc., on s'éparpille dans la tête. Et c'est pas bon. Donc, au final, si on peut avoir en parallèle, c'est de se dire, aujourd'hui, on subit une situation, pour en tirer, pour la vivre, l'accepter, il faut du coup l'accepter, de prendre quelques petits éléments clés en disant bah, je me donne un but pour la sortie de ce confinement. D'ici là, qu'est-ce que je peux faire dans mes propres actions, dans mon propre environnement, mon périmètre, qui soit plus ou moins restreint. Et aussi, j'essaie quand même de garder un maximum de connexion vers l'extérieur. Tu l'as sous-entendu tout à l'heure, par les médias, par la radio, par le contact externe, qui permet, même si on est seul physiquement ou avec juste 1 ou 2 personnes autour de soi, on peut rester quand même en connexion avec les autres de façon plus distancielle, mais qui nous permet de donner sens, essayer de cranter cette phase-là, qui ne doit surtout pas, au final, tomber dans le travers que affectif, mais essayer de retrouver de l'action et d'être acteur de la situation. C'est un peu ça? Oui. En fait, c'est valable aussi quand on n'est pas confiné. Moi, j'ai remarqué ça dans mes longues recherches. J'ai fait 10 projets, j'ai mené 10 grands projets dans ma carrière, et souvent je partais d'une feuille vierge, que ce soit au niveau des moyens, que ce soit au niveau du temps, même au début, quand je me suis lancé pour faire mon premier Vendée Globe, je ne savais absolument pas, j'avais jamais fait cette course, je n'avais jamais dirigé ce genre de bateau, je n'avais jamais dirigé des équipes aussi grosses, etc., etc. Donc j'ai jalonné les 1006 jours de recherche financière, ça a duré 1006 jours, je m'en souviens très bien, par des petites victoires, par plein de petites victoires. Ça peut paraître un peu idiot dit comme ça, mais ça joue. Au début, on se dit, ouais, non, c'est un exercice bête. C'est un peu comme les exercices physiques. On se dit, ouais, mais à quoi bon? Et on se décourage facilement. Puis on le fait 1 fois, 2 fois, 3 fois, puis au bout d'un moment, ça devient une sorte si ce n'est de gimmick, en tout cas d'automatisme qui fait beaucoup de bien. Et dans l'époque, dans ce qui nous arrive actuellement, je dirais que par exemple, même si vous l'avez déjà entendu, déjà lu, le fait de considérer que quelque part, je précise, c'est un peu une chance, pas totalement une chance, mais un peu une chance que quelque part la vie se soit ralentie pour nous donner la possibilité
peut-être de ranger un peu la chambre, entre guillemets, en tout cas de voir ce que l'on n'avait plus mis sur le devant de la pile ou sur le dessus de la pile, voir des actions liées à l'entreprise ou pas d'ailleurs, ou liées à son bien-être personnel en tant que dirigeant d'entreprise, c'est-à-dire qu'on n'avait pas mis sur le dessus de la pile, bah, c'est peut-être l'occasion de les ramener tout doucement, voire franchement, sur le dessus de la pile et de les prendre. Et moi, j'ai réfléchi il y a quelques jours à ça. Je me disais, en tant que compétiteur, je me disais quelque part que, comme tout le monde, à peu près, hein, tout le monde est arrêté avec des niveaux différents, avec des situations économiques différentes, avec des angoisses différentes, etc., etc. Mais comme globalement tout le monde est arrêté, que ce soit les très gros comme les tout petits, et je fais partie des tout petits, on se remet quelque part sur une ligne de départ virtuelle. On se remet dans quelques temps, dans quelques jours, quelques semaines, sur une ligne de départ virtuelle. Certes, les différences n'auront pas été gommées, mais en fait, c'est dans le principe de cette nouvelle chance. Et je trouve qu'on peut aussi le voir bien, en se disant, ouais, bah, il y a une nouvelle ligne de départ. Ça n'occulte pas du tout le passé ou ce qui est en train de se passer, mais c'est une opportunité. Il y a une opportunité qui nous est donnée, qui n'aurait pas été donnée peut-être si le train-train avait continué comme ça, semaine après semaine. D'accord. Merci Marc déjà pour ce échange. Alors, Pauline est réapparue. N'hésitez pas à poser quelques questions pour qu'on puisse déjà répondre sur cette première focale de l'expérience du confinement et comment on en sort plus fort qu'avant. Il y avait l'avant, l'après par rapport à ça. Donc, ce que dit moi, ce que je retiens des premières lignes d'expérience de Marc, c'est quel que soit le confinement, c'est de se donner un objectif, d'essayer de l'atteindre par étapes. Alors, on pourrait dire, je vais citer une phrase, on ne monte pas l'Everest en tongs, on se prépare, et tu as fait un peu la transition, c'est de se donner des étapes, de se donner des actions par rapport à ça. Est-ce que, Pauline, de ton côté, tu as quelques questions ou Non, pas pour le moment, mais je pense qu'au fil de l'eau, au fil de vos interventions, les tiennes, mais aussi celles de Marc, des idées viendront et n'hésitez pas à poser des questions. Le but du jeu, c'est que ça soit assez interactif en fait. Voilà. Je laisse la place pour la deuxième partie. Donc, sur la deuxième partie, ça va être un peu un échange croisé avec Marc sur justement ce qu'on a vu en préambule. C'est quelles que soient les situations qu'on vit aujourd'hui, c'est la préparation permet l'action. C'est qu'aujourd'hui, on va tous comme Marc le disait, c'est qu'on reprend tous une ligne de départ et on se retrouve avec de nouvelles règles du jeu, avoir une nouvelle situation et il faut qu'on arrive. Et la difficulté d'un chef d'entreprise, c'est comment je structure, comment je fais. Je viens d'avoir un gros stop, on s'est tous pris un stop. Et comment je fais? Comment je me prépare? Est-ce que la préparation est importante? Est-ce que je suis juste l'instinct et je cours dans tous les sens? Où là, il y a un peu danger par rapport à ça. C'est comment je mets un peu cette situation. Prendre le parallèle pour donner à Marc la parole, c'est-à-dire, aujourd'hui, on se prend un habit de grand frais, tu as déjà eu l'expérience d'avoir un mât cassé, de dire, quand tout s'arrête, est-ce que de s'être préparé, d'avoir essayé de canaliser un petit peu tout ça, tu t'es retrouvé, tu as géré comment les choses? Alors, il faut savoir que dans le monde maritime, hein, pas seulement la voile, mais bon, c'est plus la voile, on est, et c'est quelque chose de transposable à l'entreprise, on est beaucoup dans l'anticipation et l'adaptabilité. C'est-à-dire l'anticipation, puisqu'on est sur un sport technologique, un sport à interface, on est obligé d'imaginer tout ce qui pourrait arriver, parce qu'il y a nous, certes, on peut toujours se casser une cheville, un genou, prendre un coup de baume, ça c'est possible, mais il y a aussi le fait que les marins sont indissociables de leur machine, de leur bateau. C'est-à-dire que si leur bateau coule, c'est plus des marins, c'est des bouchons. Et donc le bateau doit être certes entretenu, ça c'est une chose, mais surtout on doit imaginer avec l'équipe, dans le cas des courses par exemple, tous les cas de figure qui pourraient se présenter à nous. En tout cas, les cas de figure les plus importants, genre des matages, tu viens de le citer, mais ça peut être aussi la perte d'un gouvernail, ça peut être tomber en rideau au niveau de l'énergie, ne plus avoir d'eau avec le désalinateur, donc de risquer de mourir tous. Il y a des problèmes purement technologiques, il y a des problèmes technologiques et humains. Enfin, tous les cas de figure peuvent se présenter, et il y en a un grand nombre. Le travail va être de les imaginer. Et comme on le sait, et c'est valable dans beaucoup d'entreprises, ça, beaucoup de cas de figure de crise, et on va imaginer 10 crises possibles, et ce sera la 11e qui arrivera. Hein, c'est le côté malin des choses, donc il faut avoir cette espèce de souplesse. Et ce qui suit l'anticipation, et c'est là où les marins sont souvent des bonnes
des bonnes recrues, on va dire, en entreprise, c'est l'adaptabilité, s'adapter à ce qui nous arrive, parce que de toute manière, on est dans un milieu hostile, mais vous pouvez faire le parallèle assez facilement. On est dans un milieu hostile en termes d'éléments, donc la mer, le vent, les roches, les falaises, la tempête, le fait que l'on ne maîtrise pas les éléments, que même si on a des fichiers de vent, même si on sait qu'on va être touché par une dépression, voire par une tempête, voire peut-être un cyclone, il n'empêche que si on est géographiquement à un endroit, on ne peut pas, comme avec un jet, un avion à réaction, s'échapper de l'endroit, donc il va falloir subir la tempête. Et quand donc l'anticipation, ça va être de bien se positionner météorologiquement parlant, d'essayer de pas casser, tout en allant très vite, c'est-à-dire un pied sur l'accélérateur, un pied sur le frein tout le temps, et que si par malheur quelque chose arrive, on parlait du dématage. Alors le dématage, le problème c'est que pour un bateau à voile, quand on démate, c'est vraiment, on a globalement tout perdu, parce qu'on a la coque, on est vivant, mais on peut plus avancer. Donc à partir de ce moment-là, on va créer ce qu'on appelle un gréement de fortune. Donc avec ce qu'on a à bord, on va essayer de recréer un mât, qu'on soit en solitaire ou en équipage. Et là, ça part du principe donc de l'adaptabilité et je dirais des expériences qu'on a fait en anticipation avant. C'est de savoir un peu qu'est-ce qu'on a à notre disposition, qu'est-ce qu'il y a à bord qui va nous aider, comment est l'équipage, dans quel état d'esprit il est. Alors là, ce qui va compter beaucoup, si on est leader du bateau, si on est skipper du bateau, le capitaine du bateau, c'est comment on se positionne par rapport à ça, parce qu'il y a plein de façons d'être, mais il y en a qu'une qui fonctionne. Et cette façon d'entraîner le groupe, ou soi-même d'ailleurs, hein, si on est tout seul, va vraiment conditionner le reste. Parce qu'avec très peu de matériel, vous pouvez faire quelque chose d'exceptionnel. Si vous avez un bon état d'esprit, si vous avez un mauvais état d'esprit avec tout le matériel possible, vous avancez pas plus, voire vous ne solutionnez pas le problème. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vécu, moi, dans différents cas. Et donc, justement, on est dans un environnement, parce qu'aujourd'hui, tout chef d'entreprise peut se voir et se transposer à ce que tu as vécu, se dire, voilà, j'ai moult d'événements qui arrivent au quotidien, journalier, voire à la minute, à l'heure, avec des changements dans tous les sens. J'ai une équipe, les gens ont ce côté déconfinement, réappropriation, de dire ça y est, je peux ressortir, mais comment les stress, les tensions, et se dire là, tu as dit, moi, il y a une phrase que je retiens là sur cette partie de préparation, c'est l'état d'esprit du leader, du chef d'entreprise, à se dire, bah voilà, comment je fais, et c'est peut-être le premier acteur à devoir agir en conséquence, se préparer. Est-ce qu'à un moment donné, c'est bien là où il faut faire le distinguo, à surtout pas être arrivé à quelque chose qui est un peu schizophrène, c'est-à-dire je retire l'affect, il faut que je sois lucide, posé, tout en étant dans une situation d'hyperstress. En fait, si on reprend l'exemple du dématage, donc un voilier qui perd son mât, on sait qu'à partir de ce moment-là, il n'aura plus jamais, puisqu'on n'a pas les moyens techniques en mer de recréer un mât à l'identique, il n'aura plus les moyens de sa vitesse. Quelle est la priorité? Quelle est la priorité d'un capitaine, que ce soit sur un navire marchand, un navire de guerre, un navire de pêche ou un navire de plaisance ou de course? C'est de ramener son équipage à bon port. Et quand on dit son équipage, c'est aussi son bateau, parce que sans le bateau, on peut pas ramener. Mais ça, c'est des choses qu'il faut pas perdre de vue. C'est valable dans l'entreprise aussi. Donc, ça va vouloir dire hiérarchiser les choses. Si on peut plus courir à la même vitesse, et si la course est devenue secondaire, qu'est-ce qui devient primaire? Qu'est-ce qui arrive en tête? C'est voir s'il y a des blessés, si tout le monde va bien, si l'état d'esprit global du groupe est bon. Et à la limite, il faut presque attendre, si on peut, pour résoudre les problèmes techniques, que d'avoir fait un peu la tournée des popotes, c'est-à-dire la tournée de tout le monde, dans quel état d'esprit il est. Est-ce que, ok, ça y est, il a accusé le coup, on peut y aller, on peut passer en stade 2, où là, on va, avec ce que l'on a à bord du bateau, faire une solution pour rallier le port le plus proche, ou peut-être rallier la ligne d'arrivée si on n'est pas très loin de la ligne d'arrivée. Mais il faut faire une chronologie. Si on est leader, skipper, navigateur, et que tout d'un coup, on leur dit, ils viennent de se prendre le mât sur la gueule, pardon de parler comme ça, mais c'est direct, et on va leur en mettre une autre, en disant, bon, bah allez les gars, hein, là, on n'est pas des soucis de ça, on est à la schlag et tout ça à l'ancienne école, et donc les gens sont encore dans leur traumatisme. Alors je dis pas qu'il faut les câliner dans tous les sens, mais ils sont dans leur traumatisme, et on ne les en sort pas, et en fait, on va rajouter de la fatigue à la fatigue, du stress au stress, etc., etc., et le bateau n'avancera pas plus vite. Aujourd'hui, on peut arriver intelligemment à assez vite savoir qui va bien, quitte à mettre certaines personnes en off, leur dire vous allez vous reposer, vous reviendrez quand ça ira mieux, se mettre avec l'équipe qui va bien, et puis se dire bon, ok, là on a ça,
qu'est-ce que vous en pensez? C'est toujours le principe d'éviter de se mentir. En bateau, on ne peut pas trop se mentir de toute manière. Et c'est de se dire, bon, on a quoi? Comment on fait? Comment on met tout ça en œuvre? D'accord. Je ne sais pas si j'ai T'es un peu plus là. Alors, juste pour finir ce petit bloc, et puis après, ça y est, les gens se sont un peu plus lâchés pour commencer à poser des questions. J'ai vu des choses arriver. Au final, il y a quelques grandes vérités qu'il faut savoir. Je vais finir par je vais donner 2 citations. Une première qui vient d'un de nos anciens présidents, qui était que les emmerdes, ça arrive en escadrille. Donc, de toute façon, on s'en est tous pris. On les a, elles sont là. La deuxième chose, c'est que j'ai cité quelqu'un d'un peu plus ancien, qui était Richelieu. Il ne faut pas tout craindre, mais il faut tout préparer. Et justement, on a eu le confinement, on a cette phase de redémarrage, de stress, de pression, de se dire se préparer, c'est très compliqué. Il faut arriver d'avoir plutôt un pragmatisme et d'éviter d'être en surstress et de commencer à justement ce que tu as commencé à mettre en préambule, c'est maintenant, ok, je veux réavancer, je veux atteindre la ligne d'arrivée, je veux m'en sortir avec mon équipage, mes hommes, mes personnes, mes salariés, mes collaborateurs, ou moi-même si je suis seul pour comment je redémarre mon activité. Donc là, à un moment donné, il va y avoir l'importance de faire un état des lieux et de déterminer les actions à mener derrière. Pauline, je te redonne la parole. Quelles sont les questions où on peut y répondre? Alors, oui, il y a une question que Vincent Boutor a posée il y a quelques minutes pour faire le lien avec la préparation face à une tempête, etc. Enfin, comment renouer avec le réel et gérer notamment le déconfinement, qui est aujourd'hui dans l'esprit de tous. Comment revenez-vous sur Terre après une transat? Et il pose la question, aurons-nous un mal de terre suivant le 11 mai? Voilà. Marc, si tu as... Ou Anthony? Alors, normalement, alors je ne peux pas parler pour tout le monde, évidemment, et je ne suis pas tout le monde, mais normalement, on devrait revenir le 11 mai et les jours qui suivent. On devrait, enfin, je vous le souhaite à tous et à toutes, on devrait revenir avec de l'enthousiasme. C'est très important, c'est-à-dire avec de l'envie. Parce que de toute manière, pensons à Johnny, Johnny Hallyday, je précise, on devrait, la frustration que nous avons vécue pendant quelques semaines, c'est pas, voilà, ça doit normalement, en tout cas moi chez moi, c'est ce que ça génère la plupart du temps, c'est de l'envie. Et à chaque fin de course, alors je suis particulier peut-être, je ne sais pas pour mes autres camarades, moi je pensais aux suivantes. C'est-à-dire que j'étais pas arrivé, que j'étais déjà, alors on me l'a beaucoup reproché au passage, mais je pensais déjà tout de suite au challenge d'après, à comment on allait s'organiser, avec quels moyens, et faisabilité ou pas, et je me projetais assez vite. Donc j'ai toujours cultivé, même presque comme ça, naturellement, le fait d'être constamment en train d'avancer, en train d'être en action, d'être sur le vélo et pas trop m'arrêter pour pas tomber, quoi. Si je peux faire un parallèle. Je compléterai ce que dit Marc, c'est qu'aujourd'hui, pour tous, les règles du jeu changent, nos équipes, notre personnel a plein de questions. On se déconfine, on se remet en action, on a beaucoup de stress, beaucoup de changements. Et la peur du mal de terre ou de se dire, bien souvent, le mal de terre, quand on descend d'un bateau ou qu'on arrête sa course ou son isolement, pour pouvoir le passer et aller de l'avant, c'est justement se projeter en avant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous restez toujours en technique, je vais prendre une vision de course automobile ou autoroutière, si vous conduisez en regardant perpétuellement le rétroviseur, vous avez de grandes chances d'aller dans le fossé. Donc, on sait qu'aujourd'hui, la route, elle change tout le temps. On est en train de faire plein de zigzags dans tous les sens. Il faut amener et son entreprise, son personnel, son activité, à chaque fois, cette flexibilité. Donc, bien souvent, c'est plutôt, je vais de l'avant, je cherche, je retiens de l'expérience du retour, j'essaie de fédérer tout le monde pour aller de l'avant. Et le mal de terre ou la reprise se fait au final beaucoup plus facilement. Elle ne s'élimine pas, on tire les conséquences de nos expériences et elles nous permettent d'avancer. Alors, pour terminer cette deuxième partie, pardon, il y a 2 personnes qui ont posé des questions qui se rejoignent qui peuvent te concerner, Marc. Avez-vous déjà vécu une course où les règles changent tous les jours? Et une autre qui est dans le même esprit, comment faire face à un environnement en changement permanent et en ce moment quotidien? Alors sur le premier point, non, heureusement. Donc ça, c'est vrai que ça différencie un petit peu avec ce qui nous arrive, même si les règles changent pas tant que ça. C'est juste, oui, ça. Je crois pas que la règle change. On est confiné, mais simplement les aménagements changent tout le temps. Mais pour recentrer sur mon métier, donc ça non, c'est vrai qu'on part avec une règle. Ça arrive que ça change, qu'il y ait un drame qui se passe et qu'on ait
une exception, mais c'est pas ce qui est le plus fréquent. Par contre, et c'est là où moi je peux apporter quelque chose, le métier de marin, et pas seulement la course, hein, mais le métier de marin est un métier qui est vraiment en confrontation, c'est un des rares avec le métier de montagnard et même le métier de paysan, mais là on peut rentrer quand même dans une maison s'abriter. Nous en mer, on est en confrontation avec l'élément, donc l'air et l'eau, la mer et le vent, permanent, 24 heures sur 24. Et vous savez, vous imaginez bien qu'on est plus petit qu'eux et que l'on les subit, même si on les interprète. On a des fichiers aujourd'hui beaucoup plus pointus qu'il y a 10, 15 ans, 20 ans, 30 ans. Il n'empêche que, comme j'aime le dire aussi, la taille des vagues, la force du vent, c'est pareil qu'à l'époque d'Ulysse, hein, peut-être avant encore. Et donc, quand vous prenez une grosse tempête, vous devez vraiment d'abord bien la préparer, bien l'anticiper, on en a parlé tout à l'heure, bien essayer de tenir et essayer d'en sortir le moins mal possible en termes de casse, en termes humains et en termes de résultats quand c'est une compétition. Et ça vous paraît très théorique, mais c'est constamment ce qu'on doit faire. C'est-à-dire à chaque fois, il n'y a pas que la tempête, les calmes plats sont terribles. Le passage du poteau noir à l'équateur peut être quelque chose où passer, moi j'ai une expérience, j'étais deuxième d'un tour du monde, et c'est un énorme boulot pour être deuxième ou premier, et en l'espace de quelques heures, j'ai perdu 6 places, je suis devenu 8e, parce que il y a un gros nuage qui s'est posé sur moi, et le vent s'est arrêté pendant 14 heures. Mais plus un gramme de vent. Donc c'est terrible aussi, d'une certaine manière. Donc on doit constamment s'adapter. Et si, entre guillemets, c'était nos nerfs qui étaient la variable d'ajustement, on ne pourrait pas. C'est pas possible, surtout sur une course qui dure plusieurs mois. Et là, une entreprise, ça dure plusieurs années. Donc de toute manière, il y a une partie, c'est ce que je disais un peu en entame, avec les peuples que j'ai visités. Je ne vous demande pas d'être là, mais c'est intéressant d'y penser. Il y a une certaine forme de fatalisme qui permet d'amortir le choc. Je sais, c'est des grandes idées peut-être, mais c'est intéressant. Et je reviens sur cette idée aussi que le ralentissement que nous subissons n'est peut-être pas si mauvais que ça pour nous. On n'est plus habitué, ça c'est sûr, parce nous sommes dans une course folle, moi y compris, hein, et que ça nous est imposé. Donc voilà, et ben pareil en bateau, si tout d'un coup on a la voile principale qui devient inopérante, elle est déchirée de tous les sens, il reste des voiles, on va utiliser les autres voiles, on n'aura pas la puissance pleine du bateau, pleine et entière du bateau. Alors est-ce que c'est pour ça qu'on va se désintéresser de la course? Est-ce que c'est pour ça que l'on va démissionner, etc. Non. Enfin, en tout cas, moi, je fais partie de cette catégorie, je dirais, où je vais encore plus m'arracher et je vais essayer de trouver. J'étais beaucoup un combattant sur l'eau en étant un attaquant, en étant toujours à l'attaque, en me disant il y a une opportunité, je la saisis. Alors, je me suis fait aussi des beaux gaufrages, hein, je le dis très honnêtement, mais j'ai tout essayé, comme je le fais à terre quand je cherche des budgets. J'essaye tout. Pour me dire plus tard, bon, rien à arrêter, j'ai tout essayé. Okay. Merci Marc. Merci, Marc. Là, on arrive justement sur cette phase de transition. On a subi cet état de choc. Ce confinement, ce changement de règle qui n'arrête pas de changer perpétuellement. Et comment justement se remettre en action, en activité. Donc là, on a une phase qui est très importante avant d'agir, qu'il faut bien informer les gens. C'est ce qu'on appelle bien souvent, c'est l'état des lieux. C'est de se dire, OK, on s'est tous pris un stop. Il faut impérativement, avant de courir, d'agir et d'aller dans l'action, c'est de faire un état des lieux. Donc, au niveau entreprise, on peut le voir rapidement et on le verra un peu plus dans les actions après derrière. C'est, je me suis arrêté, j'ai un état des lieux, j'ai mon activité qui s'est arrêtée et par quoi je commence, comment je fais, j'ai plein de choses à gérer, comment fais-je? Toi, aujourd'hui, quand tu as déjà eu au niveau, on va prendre ça, je vais m'appuyer un peu ton expérience, Marc, c'est quand tu es dans une situation qui est du coup inconfortable, où ton activité s'arrête, que ce soit comme tu as dit, un coup j'ai plus de vent, je dégringole en termes de classement, tout s'arrête, ou j'ai un dématage. Qu'est-ce qui se passe quand on a un état de choc où la machine s'arrête, que ce soit en solitaire ou en équipage? Cette partie-là d'état des lieux, pourquoi est-elle importante et comment l'organiser? D'abord, comme on a dit tout à l'heure, il y a des actions à faire, c'est important. Ensuite, on regarde ce qu'on a à notre disposition. Mais je vais me permettre de faire un autre parallèle, peut-être
un poil moins maritime, quoique. Donc, j'ai mené des projets très lourds avec X millions d'euros, avec beaucoup de gens. Hein. J'ai salarié plus de 300 personnes dans ma carrière, plus tous les fournisseurs, etc. Et en 2011, tout s'est arrêté pour moi. D'un seul coup, j'ai perdu mon sponsor et ça a été, je suis passé j'ai perdu 97% de mon chiffre d'affaires d'un seul coup en une journée. Avec des gens au travail, avec un projet à terminer, et puis surtout avec un engagement. Je m'étais engagé financièrement sur un très gros truc, un très gros bateau, que j'ai encore sur les bras d'ailleurs. Et donc, vous vous retrouvez en pleine crise économique. Je vous rappelle que 2011-2012, c'était pas des années extraordinaires, je crois, pour tout le monde. Et là, il a fallu, comme je l'ai dit dans une petite vidéo qui présentait mon projet suivant, auquel j'ai beaucoup réfléchi, que j'ai remodelé au fil du temps et au fil des crises que nous avons traversées, 2012, 13, 14 et 15. J'ai dit, pour continuer mon histoire avec la mer, donc pour continuer le sens de ma vie, parce que bon, après, vous n'êtes pas tous et toutes peut-être passionnés par votre entreprise, mais moi, c'est très lié, la dimension privée, personnelle et passionnelle avec l'entreprise que je mène, traverser les océans et faire des courses. Et donc, pour continuer cette histoire, je me suis dit, comment je peux faire? Comment je peux faire? En plus, quand ça m'est arrivé, j'avais passé la cinquantaine. En France, quand on a passé la cinquantaine, on n'est pas dans des âges… nous, ça va très bien, mais les gens qu'on a en face de nous vous disent ah bah oui, quand même, oui, t'es plus tout jeune, donc peut-être tu pourrais faire autre chose, etc. Et donc, j'ai pris tous ces problèmes et bien d'autres. Je ne vais pas tout raconter, ce serait trop long. Et je me suis dit, j'ai vraiment deux façons d'agir. Ou je tiens compte de tout ce qui m'est dit, et puis je fais autre chose. J'écris mes mémoires. Je trouve que c'est pas… Enfin, ou je continue et je réfléchis, j'intègre ce que l'on me dit, je regarde là où il y a des voies de passage, là où l'époque est en train de changer, comment elle est en train de changer, etc. Et c'est ce que j'ai fait pendant plusieurs années. Je suis encore dedans quelque part. Passionnant. Alors, c'est sûr que c'est dur économiquement, mais c'est passionnant intellectuellement et personnellement. Et si j'amène du monde avec moi, c'est passionnant aussi. C'est comment on peut faire ce que l'on aime faire, ce que l'on fait depuis des années, sous une autre forme, sous une forme différente, peut-être avec un positionnement soi-même différent. Par exemple, moi, dans mon prochain projet, je ne me positionne plus comme skipper de la course, je me positionne comme l'homme clé du projet et le patron du bateau, etc., mais pas forcément comme le skipper de course, etc., etc. Comment on peut se dire qu'une crise, parce que là, c'était une crise pour moi, permet une évolution, permet je sais pas si je m'exprime clairement, mais permet de bien modifier sa façon de penser et puis d'agir pour la suite. Donc oui, donc au final, sur la pression avant d'agir, de se mettre, on se retrouve et puis face à cet inconnu de savoir est-ce que je peux garder tout le monde, comment je vais encaisser mes problèmes de trésorerie, c'est de faire très rapidement un état des lieux, se dire et pas de chercher des solutions au départ, c'est juste un état des lieux, de se dire mon entreprise, voilà, sa santé financière, qu'est-ce que j'ai comme trésorerie, qu'est-ce que j'ai à l'extérieur, qu'est-ce que j'ai. Mon personnel, si je suis seul, quel est-il, dans quel état est-il et comment je peux redémarrer, enfin, quel est son état. Ensuite, quel est l'état au final de mes clients aussi, de cette partie-là, quelle est l'étape suivante, comment ça fonctionne et est-ce que le marché a changé, évolué. C'est de se dire à un moment donné, de se donner les 4-5 grosses briques pour une entreprise, de dire voilà, je fais déjà ma photographie, de dire force-faiblesse, c'est à un moment donné le risque-opportunité, de se dire voilà, posément, ma santé financière, qu'est-ce que j'ai pas, qu'est-ce que je peux aller chercher, mon équipe, comment est-elle, où est-ce qu'elle va, comment elle va et qu'est-ce qu'elle peut faire la semaine prochaine, la semaine suivante et ainsi de suite. Mes clients, comment vont-ils? Parce que aussi, aujourd'hui, on est vraiment dans une crise systémique, c'est-à-dire que tout le monde est concerné, à plus ou moins grande échelle, mais on est tous en interaction les uns des autres par rapport à ça. Et du coup, derrière, comment je peux redémarrer, comment je peux me développer pour m'en sortir. Donc, au final, ce bloc-là, le bloc 3, il est vraiment, je dirais, c'est un moment en synthèse, c'est chacun doit faire son état des lieux très rapidement, de façon posée, et se dire comment je peux faire, où est-ce que j'en suis et quels sont les moyens que j'ai. J'ai plus les moyens du passé, tout a changé, tout est cassé, entre guillemets. Comment je reconstruis avec les bouts d'action que j'ai. Est-ce que c'est un peu ça qui, pour toi, qui t'a permis chaque fois de redémarrer? Rapidement,
Ça va. Rapidement, un jour, je travaillais à la météo avec un grand monsieur de la météo, Pierre Lanier, qui m'avait dit, pour préparer mon premier Vendée Globe, il m'a dit, Marc, si une situation est comme ça, il m'installe à une situation, il me dit, qu'est-ce que tu fais? Et alors moi, je lui explique comment je voyais la situation par rapport à une dépression qui nous arrive par derrière, etc. Et il me dit, si la situation se détériore de cette façon, est-ce que tu serais capable, on est en course, hein, de faire demi-tour? Alors, c'est vrai qu'à l'époque, j'étais tout jeune, je dis, bah non, quand même. Ah, il me dit, bah là, tu vas dans le mur, alors. Et c'était pour juste amener le point suivant, qu'il faut être capable de pouvoir faire demi-tour, mais plus précisément, il faut être capable de dégrader, comme on dit, c'est une fonction consacrée dans le monde des startups par exemple, dégrader le modèle, c'est de peut-être revenir à des ambitions moindres pendant un temps, histoire de reprendre son souffle et de regagner, de reprendre une certaine vitesse, quoi. Pauline, la maître des questions. Oui, Marc, j'ai une question pour toi de Vincent qui pose la question. Face à l'inconnu, actuellement, j'ai pris la décision de licencier. J'imagine que c'est après le choc, l'état des lieux, et ce monsieur prend des décisions. Donc, est-ce que toi, face à des difficultés en mer, est-ce que tu avais eu besoin de te séparer de ton équipage et à quel moment? Comment tu l'avais géré? Alors, en mer, c'est impossible de se séparer de l'équipage. On est tous partis dans la même galère, si je puis dire. Et à terre, oui, ça m'est arrivé. Oui. J'ai même eu des prud'hommes, des choses comme ça. Ouais, j'ai eu des choses dures de temps en temps, ça m'est arrivé. C'est vrai que c'est dans une période cash comme ça, dur, de temps en temps. Moi, je suis quelqu'un qui est beaucoup fonctionné. Enfin, j'ai jamais eu d'argent public, par exemple. J'ai une subvention derrière et tout. J'ai toujours fait avec ce que je créais comme richesse et avec la croissance que j'obtenais à travers mes actions. Et donc, quand il y a plus rien dans le garde-manger, j'arrive pas à inventer le reste. Donc, déjà, j'anticipe, je vois venir le coup. Et s'il y a des personnes, si ça fonctionne pas, ma façon de fonctionner globalement, ça n'a pas toujours été le cas au début, mais avec le temps ça l'est devenu, c'était d'être cash, de dire voilà, moi je peux faire pour 4 mois mais je ne pourrais pas faire pour 6, pour 8, c'est d'avoir une grosse transparence, de dire les choses, en tout cas de tout faire pour de dire les choses, de dire voilà, ça je peux pas. Et donc on ne peut pas se séparer en mer, ça ne marche pas. À terre oui, mais en mer il faut surtout pas se désunir. C'est très important parce que c'est pas fini, mais on a quand même à affronter quelque chose qui nous dépasse très très largement. Entendu. Merci. J'ai pas pointé d'autres questions en lien avec cette troisième partie. D'accord. Bon, en voyant quelques questions, on va pouvoir répondre dans la partie 4, qui est justement, maintenant, j'ai fait un état des lieux, j'ai un des chocs. Bon, maintenant, comment je structure et comment je vais de l'avant? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est comment je fais et comment j'essaye de prendre le plus rapidement possible les premières actions principales. On a essayé là, on n'a pas la science infuse, on a essayé de focaliser sur 4 points qui seront en plus redéployés de façon plus détaillée dans les prochains webinaires pour vous aider, pour essayer de nous aider tous ensemble à aller plus loin. Le premier qui est, je dirais, ne pas couler. Donc, en fin de compte, la trésorerie de mon entreprise, l'état des lieux et de se dire qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce que je peux faire. C'est important pour tout à chacun. Et je rappelle une chose, c'est on n'est jamais seul, même si on est indépendant, même si on est tout seul avec seulement un collaborateur. Vous avez aujourd'hui beaucoup de choses qui sont mises en place, mais surtout, faut aller chercher conseil, appui à l'extérieur. C'est-à-dire votre expert comptable, les organisations patronales, votre fédération, le département. Allez chercher de l'information, allez chercher des gens qui peuvent vous apporter, vous aider dans cette situation-là. À y voir plus clair. Un dirigeant n'a pas la science infuse. On est là pour prendre des décisions avec le maximum d'informations, mais on n'est pas censé et on ne peut pas tout savoir. Donc, l'important, c'est sa trésorerie, c'est de venir s'appuyer avec votre propre expérience de chef d'entreprise, mais tout de suite, demandez, je pense que vous l'avez tous fait, le travail avec les experts comptables et de leur donnez-moi de la synthèse d'informations. Sinon, vous pouvez tous mourir sur un nombre d'informations pléthoriques. Et là, c'est compliqué de choisir. Donc, de dire, la priorité, c'est votre trésorerie. Donc, je dirais, il y a 4 axes assez simples, 3 principaux. C'est de se dire, je demande
au niveau expert comptable, qu'est-ce qu'il peut me donner comme vision et d'action à faire pour avoir qu'est-ce que j'ai comme trésorerie d'avance et qu'est-ce que je peux faire et combien de temps je peux tenir avec 0 CA. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle la trésorerie d'avance, le nombre de mois d'avance de trésorerie, en disant mon entreprise, elle peut fonctionner pendant combien de temps sans CA. De 7 photos, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, va vous donner, vous donner une règle d'urgence de savoir qu'est-ce que je dois prioriser. Cette photo-là, elle est très importante. Appuyez-vous sur votre expert comptable, appuyez-vous sur lui, sur les organisations patronales par rapport à ça pour avancer. Une fois que vous savez ça, de se dire, bon, ok, maintenant, j'ai une situation qui peut être des fois très tendue, très catastrophique. Il me reste 1 mois de trésorerie, j'ai les charges à payer, comment je fais, j'ai plus de CA. Je dirais qu'il y a plusieurs choses qui sont mises en place pour la partie bancaire, pour la partie décalage d'échéance et ainsi de suite. Donc, le débat, le but du webinaire, c'est pas de redescendre ça. Il y en a eu beaucoup qui ont été faits à droite à gauche. Mais je dirais, essayez de trouver votre expert comptable organisation patronale pour vous donner, ils ont essayé tous de faire des fiches de synthèse, vraiment de vous donner des actions prioritaires. La deuxième chose, c'est comme certains peuvent le dire aussi, ou beaucoup d'alertes il y a eu, c'est j'ai beaucoup d'argent dehors. Donc, l'action aussi qui a déterminé, elle est très vite par rapport à ça, c'est de reprendre contact et de prendre contact avec ses clients, les clients qui sont en retard de paiement, je précise, déjà de les contacter, de vraiment avoir une vraie action très rapide de récupération de trésorerie, de ce qui vous est dû, de voir avec certains peut-être plus gros clients, voir s'ils peuvent même aussi, il faut être transparent, voir s'ils peuvent aussi avancer le règlement, puisqu'à un moment donné, il ne faut pas oublier que même si c'est un de vos clients, vous êtes fournisseur pour lui et à un moment donné, il a besoin pour demain, pour son propre développement, que vous existiez. Il y aura toujours des lapins de Garenne, je vais être très clair dans le discours, il y aura toujours des gens qui ne respectent pas la règle du jeu. Il y a des actions avec la médiation, certains organes qui sont mis en place. Mais globalement, si vous dites clairement votre situation et demandez si un paiement de facture peut être un peu anticipé, surtout sur peut-être des entreprises et d'échanger en toute transparence avec eux, vous pouvez peut-être avoir des bonnes surprises qui peuvent vous faire gagner du temps par rapport à ça. Donc ça, c'est le point. Un autre point aussi, n'oubliez pas de payer vos factures. Ça va être au niveau de vos fournisseurs, parce qu'à un moment donné, eux-mêmes sont dans la même situation que vous. Donc, c'est vraiment, on est dans une situation où il faut être solidaires les uns des autres, de régler ces factures fournisseurs, et surtout que ça vous permettra dans un deuxième temps, si à un moment donné, vous avez un coup de pouce à leur demander, cette entreprise sera très certainement plus proactive et à l'écoute d'essayer de trouver des solutions ensemble parce qu'on a besoin les uns des autres. Donc, la partie vraiment de trésorerie, c'est d'aller chercher ce que vous avez à l'extérieur, de décaler au maximum ce qui est possible voir avec les experts comptables, les banques, ce que vous pouvez décaler en paiement. Mais attention, il faut agir vite pour vous par rapport à ça. Et surtout, sur la partie trésorerie, c'est de se dire, comme Marc, tout à l'heure, il l'a dit, du jour au lendemain, il a perdu 99% de son chiffre d'affaires. C'est de se dire, OK, comment je fais maintenant? Et il faut que j'aille chercher de nouveaux clients. Donc ça aussi, une partie de la trésorerie de demain est celle d'aller chercher de nouveaux clients, d'aller chercher des nouveaux marchés, ce qu'on va voir en point suivant. Un autre point qui est justement, je suis en bateau, je dois naviguer, je dois aller de l'avant. On en a parlé, son équipe ou même soi-même. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous êtes le premier acteur, nous sommes tous le premier acteur des actions qu'on doit mener. Et donc, il faut être moteur par rapport à ça. Donc, il faut aussi se préserver soi-même, être lucide et de fédérer tout le monde, soi-même ou avec plusieurs personnes, dans votre nouvelle entreprise, votre nouvelle aventure. Donc, avoir ce côté, je dirais, de transparence, d'honnêteté. Et aussi de dire, accepter de dire souvent, on a des belles histoires qui sont en train de se raconter en ce moment, de dire la vérité et la situation à l'ensemble de ses collaborateurs. De dire, il y avait l'avant, maintenant voici votre situation. Il va falloir qu'on repense un peu notre modèle, notre façon de travailler. On est tous dans le même bateau, parce qu'aujourd'hui, si l'entreprise se développe, survit, tout le monde a un emploi, tout le monde a une activité et c'est très important. Il n'y a pas de solution, je dirais, magnifique, collégiale. Agir par étapes, bloc par bloc,
d'être transparent avec les gens, de se dire, voilà, qui est en état de quoi, qu'est-ce qu'elle est capable de faire et qu'est-ce qu'elle n'est pas capable de faire pour vraiment savoir fonctionner avec son équipe, même si elle est un peu en mode dégradé, même si on n'est pas tout à fait dans la même production qu'aujourd'hui, qu'hier. Bah, aujourd'hui, c'est différent. Demain, ce sera différent. Et accepter de dire aux gens, les informations, on les a la semaine. L'évolution, on va vraiment fonctionner par étapes. Je pense que Marc pourra appuyer aussi là-dessus. La ligne de course ou la ligne d'arrivée, elle est très lointaine. Elle est au final perpétuelle. C'est un peu pour une entreprise, c'est de toujours pouvoir naviguer. Donc, la ligne d'horizon, on ne l'atteint jamais par définition. Donc, il n'y a pas de port d'arrivée. C'est de toujours vivre, se développer et avancer. Donc, par rapport à ça, c'est d'être très clair avec ses collaborateurs, donner certes une stratégie, mais surtout de donner des étapes et de se dire, oui, je ne sais pas tout. On va avancer ensemble et on va se faire des points, par exemple, toutes les semaines, pas non, de façon très synthétique. Marc, par rapport à ça, tu t'hésites pas quand même à venir intervenir par rapport à ce qu'on avait préparé avant. Et je dirais justement ce qu'on disait en préambule, c'est prendre le vent. Ce qu'on dit en monde maritime, c'est de prendre le vent. J'ai préparé mon bateau, mon équipage ou mon équipe, mon développement. Comment j'acquiers de nouveaux clients, comment je me recrée au final, parce que certains, quand on voit certaines questions, certaines activités n'ont plus d'activité pendant déjà 2 mois. Ils ont encore très certainement peut-être encore 2 mois, 3 mois, 4 mois, même sur certains secteurs, 6 mois dans leur cœur de métier sans activité. Donc là, c'est horrible, parce que là, c'est peut-être 3 mois, 6 mois, 1 an d'arrêt pour certains secteurs dans l'événementiel ou autre, où là-dessus, il y a quelques règles, et la plus globale, c'est de se dire, quand je veux chercher comment vont mes clients déjà, première règle, c'est au fait, comment sont-ils? Et ça revient aussi sur la partie trésorerie pour essayer de récupérer déjà des factures qui sont dues. Comment ils se projettent pour demain, pour l'avenir et comment ça avance. Comment je vais chercher de nouveaux business, de nouveaux clients. Et là, il y a quelques phrases et qu'on détaillera sur un autre webinaire. C'est au fait se poser la question, est-ce que mon produit ou mon service, est-ce qu'il est toujours vendable aujourd'hui? C'est oui ou c'est non. Enfin, il faut être très factuel. Est-ce que celui-ci est devenu plus attrayant maintenant qu'auparavant? Est-ce qu'au final, les gens vont plus avoir envie de l'acheter ou de s'en servir ou pas du tout? Il va falloir que je trouve quelque chose. Est-ce que mon cycle de vente, est-ce qu'il a changé? Est-ce qu'en fin de compte, ma relation que je pouvais avoir en face à face avec d'autres entreprises, là, il a changé. Donc, se dire, comment est-il? Comment est-il? Comment il a changé? S'appuyer aussi de ses équipes et de son expérience. Est-ce qu'il y a de nouveaux marchés, de nouveaux clients qui se génèrent? Et puis derrière, si là, vous avez beaucoup de réponses négatives, vous disant il n'y a plus rien, 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 là, il faut respirer et se dire, est-ce qu'avec l'équipe que j'ai, est-ce que je peux avoir ce qu'on appelle un pivot? Est-ce que je peux trouver autre chose à commercialiser, à vendre dans la situation? C'est vraiment ces grosses passes, ces 5 grandes phases, en les posant, en les écrivant, en essayant de les faire participer, il peut se créer des solutions. Toi, Marc, quand tu avais un peu cette situation où justement tu n'as eu plus de chiffres, tu en as parlé un petit peu, comment tu as réussi à rebondir et à essayer de recréer quelque chose? Moi, clairement, je suis que j'ai plus déjà. Je suis maintenant. Mais surtout, la grande différence avec l'entreprise classique, c'est d'ailleurs, certes, on crée une entreprise à chaque fois, mais c'est un projet surtout qu'on mène. Et à chaque fois, c'est du sans filet. Ça se rapproche beaucoup de ce qu'on appellerait l'entreprise américaine. C'est assez, entre guillemets, libéral. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'aide, il n'y a pas de subvention. En tout cas, moi, j'ai jamais connu ça sur 35 ans de carrière pro. C'est toujours, quand ça s'arrête. Il faut tout réinventer, tout repartir avec une autre équipe, etc. Et à plusieurs reprises, j'ai dû tout refaire l'équipe, refaire du départ, repartir d'une feuille blanche. Donc c'est presque devenu une gymnastique habituelle chez moi. C'est fatigant, c'est usant, mais par contre ça oblige à vivre constamment. C'est pas ce que je souhaite aux personnes qui nous écoutent et nous regardent, mais ça fait qu'on vit constamment dans une forme d'insécurité. Alors là, je parle de l'aspect terrestre de nos projets.
Mais dans l'aspect maritime, c'est pareil. C'est-à-dire que je l'ai expliqué déjà à 2-3 reprises. Comme on est sujet, on est soumis aux éléments, on ne sait absolument pas ce qui va nous arriver. Donc il y a un parallèle à trouver avec les crises économiques et tout ça. Ça peut même nous tuer physiquement. Donc on est habitué à être dans ce que j'ai appelé moi de temps en temps, et c'est pas du tout négatif quand je dis ça ou pleurnichard, dans l'économie de la survie, c'est-à-dire que il faut vraiment, et c'est pas que des mots comme ça, je l'ai vécu, je le vis et je le vivrai, je pense, jusqu'à la fin de mes jours, où il faut constamment se challenger à peu près quasiment tous les matins en se disant bon bah maintenant je fais quoi, tout ça. Alors je sais c'est très inconfortable, c'est pas du tout habituel, mais donc c'est de ce point de vue-là que je parle, que je m'exprime, et je dis souvent, c'est à partir de ça que j'essaye de me réinventer, donc pas tout le temps, c'est pas possible de se réinventer tout le temps, de trouver des pistes, on parlait des clients, mais de trouver des pistes où ça va plaire, etc. Souvent, c'est compliqué parce qu'on est quand même sur aussi des mondes qui sont très conservateurs, hein, globalement, des fonctionnements conservateurs. Mais le jeu en vaut la chandelle. C'est-à-dire que moi, je suis constamment en train de me challenger, d'essayer de challenger les autres en face de moi. Et c'est pas des mots creux, c'est vraiment ce que je fais et j'aime bien. Alors, c'est sûr que ça fait un chiffre d'affaires comme les vagues hein, de l'océan. En ce moment, c'est un peu comme les 40e rougissants, mais on fait avec, hein, de toute manière. L'essentiel, c'est d'être en vie, si possible en bonne santé. On connaît le sujet aujourd'hui, mais c'est vrai que c'est important. Et puis, de garder cette espèce d'énergie, de force vitale. Je sais que ça pourra faire des belles jambes, mais c'est vrai. Il faut garder cette force vitale jusqu'au bout, jusqu'à la fin, pour que ça... Et après, on s'aide avec des moyens techniques, des aides du gouvernement et que sais-je. Mais moi, j'ai jamais eu cette chance, on va dire, pour l'instant. Donc j'ai toujours fait en me disant, bon, ben voilà, il faut repartir. Enfin, il faut continuer. Pauline, quelques questions? Oui, alors plus que des questions, ce sont plus des réactions et des commentaires assez intéressants de différentes personnes qui disent que finalement, on fait appel à l'agilité du chef d'entreprise à se réinventer. Les clients actuels continuent à les garder et les conserver, mais les nouveaux clients, comment les séduire, sachant que pour l'instant, la distanciation sociale ne nous permet pas forcément de rencontrer des gens et qu'il y a différents moyens. Que l'agilité du chef d'entreprise fera qu'il sera peut-être plus tactique, stratégique, différents moyens aussi pour travailler, notamment pour les services, tout ce qui est vidéo et conférences. Et je pense que ça fait appel en fait à la motivation, à l'agilité et à la souplesse des chefs d'entreprise, comme un navigateur peut avoir, j'imagine. Voilà. En fait, on peut dire, moi, ça fait pas mal d'années que je me suis passionné pour les MOOC, par exemple, et je regardais cette histoire Nous, on a travaillé dans le monde de la course au large il y a très longtemps, dans les années 90, avec Jean-Yves Chauve, le médecin de la course au large, sur la télémédecine. Et l'idée, c'était de faire travailler les navigateurs à la télémédecine, puisqu'on est isolé et on est loin, pour que ça puisse servir dans des pays comme en Afrique, dans des endroits éloignés, ou même dans certains endroits de France, tout ça. Mais je serais tenté de faire un parallèle rapide. Il y a des modèles qui ont changé. Par exemple, il n'y a plus de société qui s'occupe de fiacres à Paris actuellement. Il y a plus des Uber ou des taxis et il n'y a plus de fiacres. Et donc, là, c'est osé ce que je dis, mais on est peut-être au début, on est peut-être dans un vrai renversement. Il y a certains secteurs qui malheureusement vont prendre D'accord. Là, en tout cas, déjà, merci beaucoup à Marc, merci aux questions. L'idée vraiment de ce premier webinaire est de donner des premières grandes règles, d'essayer d'échanger, de donner un peu des signes positifs là-dessus et de surtout inaugurer la suite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les premières phrases et les premiers éléments qu'on veut vraiment vous dire, c'est que oui, on va devoir vivre autrement, on vit autrement dans un confinement pendant et aussi après, parce qu'il la garde et il va laisser des traces dans notre mode notre façon d'agir et de fonctionner. Le maximum de préparation, bah oui, permet l'action pour justement être en mouvement. Après le choc, une tempête, un accident, bah oui, on fait l'état des lieux, des avaries, des dommages pour évaluer comment repartir. Et ensuite, après l'état des lieux, il faut arriver à structurer le fonctionnement de l'entreprise avec une méthode séquencée en phase.
En 2 mots, c'est aussi de savoir s'entourer, s'accompagner. Je répète, n'hésitez pas à aller chercher l'information en synthèse vis-à-vis des experts comptables, vis-à-vis des organisations patronales, fédérations, associations de chefs d'entreprise dans vos territoires. Essayez de chercher aussi du contact, même distancié avec d'autres chefs d'entreprise pour s'abreuver, s'entraider les uns les autres, à connaître d'autres choses et aller s'imprégner de bonnes pratiques ou d'initiatives à droite à gauche. C'est surtout ça qu'on voulait déjà sur ce premier webinaire. Les prochains, on verra sur les prochains. L'idée, c'est chaque fois d'être beaucoup plus précis avec justement comment communiquer en temps de crise, comment poursuivre sa prospection de clients et ma stratégie commerciale. Donc, je vous dis à bientôt jeudi prochain à 14 h pour chaque fois mettre un webinaire qui sera encore plus dans le concret et pour vous donner des bonnes astuces à tous et à chacun pour qu'on s'en sorte tous ensemble. Merci à vous tous, ravi d'avoir été là. Merci à toi Marc et à jeudi prochain. Au revoir. Merci. Bonne semaine.